Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire Soutenir la collaboration entre les pairs et la DPJ et la DJ. Perspective croisée des pairs de la DPJ, DJ et du milieu communautaire. Donc, qui est présenté par le pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes dans le cadre d'une série de webinaires 2024-2025. Et c'est une activité gratuite qui est offerte dans le cadre de la mission universitaire du CIUS de la capitale nationale et grâce au soutien financier, grâce au soutien, de son service du transfert de connaissances et du rayonnement. Donc, permettez-moi, avant de commencer, de dire quelques mots sur le fonctionnement de l'activité. Alors, sachez que les micros et caméras des participants demeureront fermés tout au long du webinaire et qu'il y aura une période d'échange à la fin de la présentation où vous pourrez poser vos questions dans le clavardage ou de vive voix. Donc, vous aurez seulement à lever votre main et on autorisera votre caméra et votre micro pour que vous puissiez prendre la parole à la période de questions. Donc, le webinaire est enregistré et sera accessible en rediffusion à la suite de l'activité. Le lien vers l'enregistrement et le PowerPoint de la présentation, si nos conférenciers acceptent de nous le partager, vous seront envoyés par courriel. Et finalement, donc, afin d'obtenir votre attestation de participation, sachez que vous devez remplir l'évaluation du webinaire via un formulaire en ligne que nous partagerons au moment de la période des questions. Alors, je vais le partager, le lien là, pour remplir le formulaire dans l'onglet « Conversation ». Et sachez que même là, après le webinaire, ce lien va être accessible dans l'onglet « Conversation » de Teams. Alors, voilà pour les messages. Donc, maintenant, aujourd'hui, on a la chance, le plaisir d'accueillir Tamara Pierce, qui est professeure titulaire à l'École de psychologie de l'Université Laval. Et elle sera accompagnée aujourd'hui de Noémie Lévesque, qui est directrice à la Maison Oxygène de Québec, ainsi que Philippe Bolduc, qui est coordonnateur de deuxième ligne. Là, j'ai coordonnateur JED. Qu'est-ce que ça veut dire, Philippe? Là, tu m'excuseras de te poser la question. Jeune en difficulté. Merci, toutes mes excuses. Des fois, il y a tellement d'acronymes que j'en perds un peu mes mots. Alors, à l'application des mesures à la direction du programme jeunesse du CIUS de la capitale nationale. Alors, écoutez, j'espère que je vous ai bien présenté et maintenant, je vous céderai la parole pour votre conférence. Bonjour. Je suis très heureuse d'avoir été invitée à vous présenter les résultats de notre projet Vox Papa, c'est un projet qui a été réalisé en co-construction avec la Direction de la protection de la jeunesse et la Direction des programmes jeunesse du CIUS Capitale Nationale et plusieurs collaborateurs que vous voyez ici. On a également travaillé en collaboration avec les milieux de pratique au CIUS, mais avec la Maison Oxygène de Québec, Autonomie et Centrum Charlevoix. Donc, pour la présentation aujourd'hui, pour le webinaire, je vais faire un rapide tour de l'état des connaissances et du cadre théorique. Je vais vous présenter l'étude de Vox Papa et ses résultats. Ensuite, parler brièvement des stratégies qui sortent de ces résultats pour promouvoir l'engagement des pairs. Je céderai la parole à Philippe et Noémie qui vont vous parler de la collaboration, du programme de collaboration qu'ils ont entre la Direction de la protection de la jeunesse et la Direction jeunesse, ainsi que la Maison Oxygène de Québec. Puis, si on a le temps, on va vous présenter quelques ressources, des formations disponibles, puis évidemment, on a une période d'échange. Donc, les pairs et la protection de la jeunesse, c'est un dossier qu'on dit souvent pas évident. Il y a un consensus dans la recherche quand même que l'engagement paternel, c'est très bénéfique pour le développement de l'enfant et le bien-être familial de manière générale. En contexte de protection de la jeunesse, on voit que plus les pères sont engagés, moins il y a de placements ou de récurrence de placements, les interventions sont plus courtes, on note des meilleures pratiques parentales maternelles et que ça amène une certaine protection contre l'abus et la négligence. Dans nos sociétés, on voit que les pères sont plus engagés aujourd'hui auprès des enfants qu'auparavant, mais on constate qu'ils sont généralement difficiles à joindre pour les interventions. En protection de la jeunesse, ça fait pas bande à part. Les pères s'y trouvent souvent en périphérie, où ils sont carrément absents des interventions.
on note que les pères sont traités plus sévèrement que les mères, puis que les intervenantes ont des relations, admettent avoir des relations un peu difficiles avec les pères. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans la recherche. Dans le contexte du projet Vox Papa, qui est né des constats de la Commission spéciale sur les droits de l'enfant et de la protection de la jeunesse, hein, on y a réalisé, évidemment, que comme partout ailleurs, comme bien des endroits dans le monde, les pères sont difficiles à engager dans ce contexte-là. Puis, il y a eu des besoins formulés par la DPJDJ au Québec de mieux comprendre l'expérience des pères, leurs besoins, leurs forces, pour adapter les pratiques à leur réalité et favoriser leur participation. Mais on constate que dans la littérature, les pères sont peu étudiés. On a peu leur perspective. Le peu de recherche qu'il y a ont souvent été faits auprès des intervenants. Donc, l'objectif du projet Vox Papa, c'était de donner la parole aux pères, de leur permettre de nous dire, eux, comment ils voient la relation avec la protection de la jeunesse, la direction jeunesse, qu'est-ce qu'ils pourraient faire qui s'engagent davantage. Donc, on a cadré notre projet dans un contexte théorique qui est assez bien documenté puis bien soutenu, la théorie de l'autodétermination. Je vais aller vers les éléments clés là, de ce cadre théorique qui aident à comprendre aussi les recommandations ultérieures qu'on va faire. Cette théorie nous dit que pour avoir une motivation optimale de l'individu, pour que la personne s'engage de manière positive, soit persévérante et qu'on obtienne une réussite auprès de la personne, il est important de favoriser ces 3 besoins psychologiques. Les 3 besoins psychologiques sont un besoin d'autonomie, c'est-à-dire que la personne puisse s'engager de manière volontaire dans l'action, qu'elle puisse agir en cohérence avec ses valeurs, qu'elle ait la possibilité de faire des choix. On a un besoin de compétence, c'est-à-dire que tout être humain a besoin d'avoir le sentiment de maîtriser ce qu'il fait, d'être efficace dans ses actions. Et enfin, un besoin d'appartenance sociale, c'est-à-dire de se sentir lié positivement à autrui, d'être important pour autrui, d'avoir des relations chaleureuses où on est considéré et inclus. Donc, avec ces 3 besoins psychologiques, on regarde dans la littérature qu'est-ce qui s'est fait dans les relations interpersonnelles pour répondre à soutenir ces 3 besoins. Puis, dans le contexte de la parentalité, il y a énormément de recherches qui ont bien documenté que les parents y influencent la motivation et l'engagement de leur enfant en soutenant ou en frustrant leurs besoins psychologiques. Donc, ce qu'on note de manière positive, ce qui est soutenant, c'est on soutient l'autonomie en prenant la perspective de l'enfant, en encourageant sa résolution de problèmes conjointe avec le parent, en encourageant les initiatives de l'enfant, en lui offrant des choix significatifs ou en justifiant les choix qui sont à faire ou les décisions qui sont prises. Ce qui est nuisible en contrepartie, c'est du contrôle où la personne en autorité affirme son pouvoir, est rigide, contrôlante, restrictive, directive ou intrusive. Maintenant, il y a aussi, pour soutenir le besoin de compétences, on voit que c'est soutenu par les parents par de la structure, c'est-à-dire établir des attentes, des règles claires, donner de l'information, des rétroactions qui permettent à l'enfant de mieux comprendre l'environnement dans lequel il évolue puis d'acquérir sa compétence. En contrepartie, ce qui est nuisible, c'est un contexte où le parent est chaotique, imprévisible, arbitraire et peu fiable. Mais bien entendu, c'est difficile à ce contexte-là pour l'enfant de développer sa compétence, de savoir ce qu'il doit faire. Enfin, pour soutenir le besoin d'appartenance, ce qu'on note, c'est que les parents doivent être engagés, allouer du temps, de l'attention à l'enfant, communiquer de manière chaleureuse, communiquer de la considération et de l'inclusion de l'enfant dans les activités. Ce qui est nuisible en contrepartie, c'est d'être désengagé ou rejetant, de dévaloriser, négliger ou dénigrer l'enfant. Vous direz, ben oui, ça c'est dans la relation parent-enfant. Mais qu'en est-il des besoins des parents dans leur rôle parental? Parce que la recherche nous dit que c'est pas seulement dans la relation parent-enfant, mais dans divers contextes que c'est important de satisfaire les besoins pour que les personnes s'engagent dans l'éducation, le travail, le sport, la santé. Ça a bien été documenté, mais il y a jusqu'à ce jour très, très peu de recherche qui s'est intéressée à comment on soutient les parents dans leur rôle parental. Mais le contexte et l'entourage devraient pouvoir soutenir ou frustrer les besoins de l'individu. Donc, dans le contexte du projet Vox Papa, on s'est intéressé à voir comment la relation avec la DPJDJ peut satisfaire ou frustrer les besoins psychologiques des pères. On a pour cette étude
14 pairs qui ont été recrutés avec le soutien du CRUGEF et la Direction de la protection de la jeunesse et la DJ. Donc, on a 14 pairs qui nous ont accordé des entrevues. Hein? Et ces 14 pairs, c'est généralement des pairs qui étaient séparés. Plusieurs avaient la garde de l'enfant, certains la garde allait à la mère, ou on voit des situations où les deux membres du couple avaient la garde, où les enfants étaient en famille d'accueil. On a des enfants d'âge très variés. La plupart avaient encore un suivi en cours depuis au moins 6 mois. Un avait un suivi qui était conclu et la durée du suivi, c'était de 1 an à 7 ans. Et les pairs nous rapportent, là, c'est important de savoir, on n'a pas accès au dossier, c'est vraiment la perception que les pairs avaient des motifs de signalement. Donc, les pairs perçoivent que les raisons pour lesquelles ils ont été signalés à la protection de la jeunesse, c'est situation de conflit de séparation, de violence conjugale, la santé mentale, des problèmes de santé mentale, de consommation de la mère, des comportements problématiques de l'enfant. Un père nous a dit qu'il y avait des antécédents judiciaires ou un autre avec des antécédents de la DPJ. C'est pour ça qu'ils sont dans ma vie, ça a toujours été là. Ou il y a des situations de négligence parentale ou de violence de la part du père. Donc, on a une variété de contextes, puis une variété de situations, de garde et d'âge d'enfants, de sorte que nos pères nous ont donné un portrait très général. Puis quand on a fait l'analyse des propos des pères, pour vous dire, pour ceux qui sont intéressés par l'analyse, après 10 pairs, on atteint la saturation. Les 4 derniers pairs ont enrichi un peu les contextes, les situations, mais ils nous ont rien appris de nouveau, ce qui nous dit qu'on a assez confiance que ces 14 papas nous ont fait un bon portrait de ce que peuvent vivre les pères dans ces différentes situations. Donc, le résultat des analyses thématiques nous a mené à, premièrement, dresser un premier portrait du climat relationnel entre les intervenants, les intervenantes de la DPJ-DJ et les pairs, selon ce qu'en perçoivent les pairs. Ensuite, avec un deuxième tour de roue, on a approfondi pour mieux comprendre les comportements et les attitudes des intervenantes qui soutiennent ou qui frustrent les besoins psychologiques des pairs. Globalement, quand on regarde le climat relationnel que les pairs décrivent avec les intervenants, il y a 4 grands axes qui ressortent. Ils nous parlent de la nature de la relation. Et ce qui est intéressant, c'est que les pairs avaient des expériences très variées, avaient rencontré plusieurs intervenants en général et pouvaient rapporter autant des situations positives que négatives. Donc, on a des pairs qui nous parlent de situations positives où la relation est très collaborative et inversement, de situations où la relation est négative avec les intervenants puisque ceux-ci sont très autoritaires vis-à-vis du père. Les pairs parlent également de la prise en compte de leur réalité et de leurs besoins. Dans le contexte positif, ils sentent que les intervenants sont très sensibles à leur réalité. Dans le contexte négatif, ils se sentent négligés, peu compris par les intervenants. Les pairs parlent également du rôle et de l'importance qu'ils ont dans l'intervention. Certains se disent reconnus, valorisés. Autres ressentent un sentiment de discrimination, de dévalorisation et même d'exclusion. Enfin, les pairs nous parlent de la compétence qu'ils ressentent. De la façon dont leur compétence elle est décrite ou perçue par les intervenants. Certains vont dire que les intervenantes ont une ouverture au changement, à ce que les pairs puissent s'améliorer, développer leurs compétences, alors que les pairs peuvent dire qu'avec d'autres intervenants, ce qu'ils ressentent, c'est que l'intervenant présume tout simplement qu'ils ont des déficits, que ceux-ci sont irrécupérables, qui ne changeront jamais. Évidemment, on comprend derrière ça que ça peut jouer sur leur motivation à s'engager dans l'intervention, le sentiment qu'ils ont d'avoir de la place. Donc, quand on regarde avec les besoins psychologiques, on va vraiment détailler les comportements et les attitudes plus spécifiques des intervenants et des intervenantes tels que le perçoivent les pairs. Pour répondre à leurs besoins d'autonomie, les pairs se sentent soutenus quand ils ont des interactions avec ces intervenants qui considèrent ou sollicitent leur avis, qui va leur faire de la place dans les décisions, qui va valoriser une communication, qui puisse s'exprimer dans l'intervention, qu'ils sentent qu'ils travaillent avec les intervenants vers un objectif commun, les intervenants qui respectent ce qui est important pour les pairs, qui vont permettre de faire des essais, des initiatives ou de proposer des alternatives, donc qui sont à l'écoute des pairs. Et des intervenants qui vont témoigner de la
confiance en la compétence et en le jugement des pairs qui vont les laisser vraiment là, prendre un leadership et faire des initiatives. À l'inverse, le besoin d'autonomie est frustré quand on a des comportements de contrôle de la part des intervenants. Donc, dans des interactions où les intervenants y affirment leur autorité, leur expertise, qui vont imposer les décisions plutôt que de les faire en collaboration avec le père, ne pas justifier ni expliquer les demandes qu'ils font, les modifications qu'il y a dans le suivi, ni les délais, qui vont dicter ce qui est la bonne manière de faire les choses, ne pas considérer ce qui est important pour le père, qui vont faire pression, puis ça, c'est arrivé à plusieurs reprises, des pères qui sentent qu'on fait pression sur eux pour se conformer, qu'on est contrôlant à ce niveau, qu'on va même utiliser la menace d'aller à la cour, de retirer les enfants, menacer de rajouter des conditions pour faire pression pour qu'ils se conforment, plutôt que d'essayer de travailler avec eux vers l'objectif. Et enfin, les pères disent qu'ils se sentent contrôlés quand on ignore carrément leurs propositions. Donc, ils n'ont pas de place pour s'exprimer. Dans les besoins de compétences, pour satisfaire les besoins de compétences, on voit que d'amener de la structure dans l'intervention, dans l'interaction avec les pairs est très aidante. Donc, les intervenants qui vont adopter des comportements de structure vont informer et répondre aux questions du père, lui expliquer les attentes, lui expliquer les étapes. Ils vont offrir un cadre, des ressources qui permettent au père de démontrer ou d'acquérir des compétences. Ça se passe par des rétroactions claires, des outils, des trucs, de la formation. Aussi, les intervenants qui vont soutenir le besoin de compétences et lui montrer une certaine structure vers la réussite en reconnaissant sa réussite, en les soulignant, reconnaissant les efforts, le travail que le père va faire pour acquérir des compétences ou modifier ses comportements. À l'inverse, on voit le contexte plus négatif, c'est des comportements qui amènent un sentiment de chaos ou qui vont miner la compétence des pères. Donc, on a des situations où on omet carrément de répondre aux questions du père, où les pères sentent un manque de transparence, il y a de l'information qui ne se rend pas à eux, où on nous cache des choses. Quand les pères sentent qu'ils néglige ou on omet carrément de leur offrir des rétroactions tout court ou des rétroactions claires, qu'on leur donne pas d'outils, de trucs ou de formation, on leur donne pas accès à ça, qu'on ne s'assure pas de vérifier leur compréhension du père, que ce soit la compréhension des étapes à venir, de ce qui est attendu, des objectifs. Donc, ils sentent que ça leur est transmis, mais ils comprennent pas. Donc, c'est sûr que ça amène un certain sentiment de chaos. Ou des interactions où on va nier leurs compétences ou leurs contributions, ou tout simplement défaire leurs interventions. Donc, c'est une situation potentiellement problématique aussi où les pères sentent qu'on présume qu'ils sont en tort, qu'on les étiquette comme inadéquats. Donc, ils n'ont pas la possibilité là, de s'améliorer dans ce contexte-là, ou qu'on cherche ou on considère uniquement leurs erreurs. Donc, on insiste sur ce qu'ils font mal, mais on n'aborde pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire de différent ou qu'est-ce qu'ils pourraient faire de mieux. Enfin, pour le besoin d'appartenance, on voit que les comportements ou les attitudes des intervenants qui sont engagés auprès des pairs vont soutenir ce besoin. Donc, favoriser des échanges respectueux de manière réciproque, mais d'ouvrir de manière respectueuse, être sensible aux besoins et à la réalité du père, être compréhensif ou tolérant des réactions du père, peut vivre de la colère et d'être compréhensif à cet égard, d'apprendre à connaître le père, être disponible, lui faire sortir que les intervenants sont présents pour l'aider, rassurer le père aussi dans les processus. Donc, inversement, des intervenants désengagés vont nuire aux besoins d'appartenance parce que les échanges ne soient pas respectueux, qu'ils ne soient pas sensibles aux besoins et à la réalité du père, qui ne font pas preuve d'empathie quant à la situation ou aux émotions que le père peut vivre ou qui négligent d'offrir un soutien ou un encouragement. Un élément particulier, c'est que l'appartenance, c'est pas juste de s'engager auprès du père, mais de favoriser l'engagement du père en favorisant son inclusion. Donc, valoriser son importance, son rôle en tant que père, le reconnaître, l'impliquer, encourager sa participation
faire sentir au père que ses contributions sont importantes pour son enfant, puis considérer le père comme un égal à la mère. Inversement, il y a des pères qui se sentent exclus ou ostracisés par les intervenants, donc qui sont mis à part dans le contexte d'intervention, qui sont imposés des décisions sans être consultés, qui sont exclus des décisions des interventions, qui sentent qu'on évite volontairement de leur transmettre certaines informations, donc ils sentent qu'on leur cache des choses qui ne font pas partie de l'équation, ils se sentent dévalorisés dans les contributions qu'ils pourraient avoir, pas crus, ou on cherche même pas à avoir leur version, on prend des décisions sans même savoir qu'est-ce qu'eux, ils en pensent. Des relations où il semble que les besoins et la relation de la mère passent avant les leurs, puis où qu'on considère d'emblée la mère comme plus compétente. Donc, dans l'ensemble, les pères nous font ce portrait de situation difficile, mais je voulais vous partager un peu ce que les pères ils disent dans les situations où on voit les différents besoins qui sont soutenus ou frustrés. Donc, il y a ce père Vincent qui dit, moi, je suis arrivé, j'aimerais ça que mes enfants voient mes parents voient mes enfants. C'est quoi qu'il faut que je fasse? Ils m'ont dit, ben voici ce qu'il faut faire. Ils m'ont donné des devoirs, des affaires à faire pour que je leur montre que je suis intéressée. Puis, à un moment donné, ils m'ont dit, j'aimerais ça qu'il reste 3 heures. Ils m'ont dit, ben, ce serait pas mieux 2 heures pour un premier contact. C'est comme des inconnus pour certains. Ils disent, j'en ai une qui a 3 ans et demi, elle n'a jamais vu mes parents. C'est vrai, ce serait bon de faire un genre de retour progressif. C'est eux autres qui me suggéraient des affaires, puis ça a du sens. On dirait que je suis plus conscient du dossier qu'avant. C'est le système qui me jase. À l'inverse, on a une situation où Jonathan nous décrit une situation totalement problématique. Il dit, j'ai jamais eu raison. Mes proches mentaient, je mentais, tandis que le discours des enfants, de la mère, de l'entourage, madame, ça, c'était crédible. À partir du jour 1, ça a été ça. Quand j'ai reçu qu'ils voulaient m'enlever mes attributs parentaux, ben écoutez, c'est mensonge par-dessus mensonge. On s'entend, c'est bien sa perception. Ils sentent qu'ils n'ont jamais été fair play avec moi. Ils se sentent vraiment pas considérés. Eux autres, ils ont joué une game. Moi, j'étais supposée être dans l'équipe adverse. J'ai jamais été invitée à la game. J'ai jamais su l'heure, le lieu. Je savais pas à quoi on jouait. Donc, on comprend qu'il y a vraiment une situation pour lui qui était chaotique. Je comprends que c'était une plainte qui me visait. J'étais prêt à aller à la game dans une autre équipe face à eux autres. Mais si vous oubliez de m'envoyer l'invitation, je ne sais pas où la game. Si vous jouez tout seul, moi, je peux rien faire. Donc, même si c'est une situation potentiellement très problématique, le fait qu'il n'y a pas d'informations, des difficultés qui sont mises à part, c'est sûr que ça ne le dispose pas à collaborer, j'espère. Évidemment, c'est des pseudonymes. Je vais essayer de conclure rapidement pour céder la parole à mes collègues. En gros, dans la réflexion qu'on a eue avec les propos des pairs et les analyses qu'on a fait, on a dégagé des stratégies pour promouvoir l'engagement des pairs. Les besoins des pairs en contexte d'intervention, on peut les soutenir en reconnaissant leurs perspectives, leurs besoins et leurs apports. Donc, s'intéresser à eux, les écouter, prendre le temps, valoriser leur rôle, valoriser comment ils peuvent s'impliquer concrètement, établir une relation de respect mutuel, établir des attentes, des conséquences, des comportements agressifs, c'est très important, mais aussi nommer et veiller au traitement égalitaire des 2 parents. Donc, de savoir que chacun a sa place. Communiquer clairement, s'assurer qu'ils comprennent ce qui se passe en termes clairs, concrets, qu'ils comprennent les processus. Les éduquer, les informer, les référer. Donc, des fois, on parlait de l'importance avec les intervenants, de les éduquer à ce qu'est la violence conjugale, leur offrir les ressources, puis leur dire qu'ils peuvent être accompagnés. Du côté des intervenants, on sent qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées dans le savoir-être et savoir-faire. Premièrement, prendre conscience de leurs préjugés, des biais qui pourraient être amenés à avoir cette étiquette de cette fermeture ou changement, de ces biais potentiellement plus favorables envers les mères. Prendre aussi conscience du rôle, du pouvoir que l'intervenant a auprès des pairs, de ce que la personne peut représenter, hein, et également prendre en considération des facteurs culturels dans cette relation-là. Au niveau de la formation des intervenants, ce serait important de mieux distinguer la colère de l'agressivité pour être capable d'accueillir la colère sans accepter l'agressivité. Prévenir l'escalade et assurer sa propre sécurité est quelque chose à considérer, tout en reconnaissant la détresse derrière la colère. Donc, accueillir les expressions d'émotions chez les hommes, puis intervenir avec les personnes qui auraient des troubles anxieux, de personnalité, des traumas, qui auraient besoin d'un traitement adapté. Il y a aussi différentes ressources qui sont à la disponibilité des intervenants, notamment le coffre à outils pour hommes et autres ressources, mais d'offrir des ressources aux pairs, leur permettre de connaître
les organismes qui leur viennent en aide. Donc, pour ça, il faut que les intervenants soient au courant. Puis, ce serait important qu'ils puissent collaborer et faire appel à l'expertise des organismes. Sur ce, je vous cède la parole à mes collègues pour qu'ils parlent de cette belle collaboration qu'ils ont justement entre le communautaire et la protection de la jeunesse. Merci, Tamara. Bonjour à tous. Je me lance, là, Noémie, comme on avait convenu, puis t'hésites pas si jamais il y a des choses que tu veux ajouter. En fait, là, au niveau de notre atelier, on va vraiment aller le plus simplement possible là, pour passer au travers du processus d'élaboration puis le fondement du protocole. Puis vous essayez de vous illustrer là, de façon le plus concrète possible comment ce protocole-là qui a été mis en place entre notre organisation puis la Maison Oxygène, ça a été possible là, en fait, de l'actualiser puis de l'opérationnaliser. C'est le terme que je cherchais. Dans le fond, pour commencer, là, au niveau du fondement du protocole, c'est-à-dire que à la base, là, on a des protocoles en intervention en protection de la jeunesse, notamment dans des maisons d'hébergement pour femmes, mais il n'y avait jamais le pendant du côté des hommes, alors que dans les faits, on a beaucoup, beaucoup d'interventions. Puis on ne parle pas de violence conjugale ici, on parle vraiment de tout type d'accompagnement d'une clientèle homme. C'était aussi dans les recommandations de la Commission Laurent d'intervenir ou en tout cas de rapprocher l'intervention des hommes et d'inclure les pères là, dans l'intervention, puis les mettre de l'avant, puis au centre des préoccupations là, dans la situation de leur enfant. Donc, ça a été la prémisse de base, hein, vraiment sur le cœur de l'intérêt de l'enfant. C'est au cœur, c'est le cœur de l'intervention. Les parents et le père, principalement, ont des droits, dans le cas qui nous occupe, là, les pères ont des droits puis aussi des responsabilités. Donc, l'objectif de la mise en place d'un protocole, qui est vraiment un document écrit avec des grandes lignes sur les rôles, les responsabilités, les obligations de part et d'autre, c'est de faciliter les démarches pour les enfants entre les pères et les intervenants pour s'assurer qu'il y a une plus grande fluidité à travers tout ça. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Noémie? Non, le but, c'est vraiment de ce protocole-là. Ce qui est surtout important de nommer aussi avec tout ça, c'est qu'on voulait partir de quelque chose qui fonctionne bien. Des fois, on met quelque chose en place parce que les choses vont pas bien, puis là, vite, ça prend une solution. Nous, la collaboration avec la DPJ se passait vraiment très bien. Donc, on a dit, on va partir de ce modèle-là pour élaborer un protocole pour pouvoir ensuite le partager. Là, il se propage dans les CIUS et les autres maisons de jeunes. C'était vraiment, ça fonctionnait déjà bien. C'est pas quelque chose qui a été mis en place parce que ça allait pas, là. Ça, c'est important. Non, effectivement, c'est important de le préciser. Puis, on était dans un bon mode de collaboration. Puis, c'est ce qui a permis, en fait, de l'amener plus loin. Puis, de le concrétiser là, avec les différents usagers que vous traitez puis qu'on traite effectivement de notre côté. La prochaine slide là, qui concerne un peu plus, puis je vais aller vraiment très, 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 très brièvement là, pour les gens qui nous écoutent, qui sont en protection de la jeunesse, vous comprendrez que je n'irai pas dans le détail de chacune des étapes du processus, mais c'est vraiment pour l'imager. Ce qui est important de savoir, c'est que du début à la fin du processus d'intervention en protection de la jeunesse, vous voyez les flèches là, qui sont là. L'accompagnement de la Maison Oxygène de Québec est au cours de la trajectoire à toutes les étapes. Autant à l'étape de la réception du traitement du signalement, que ce soit dans un contexte de traitement, de signalement retenu ou non retenu, en cours de traitement, qu'il y ait des mesures qui soient prises ou pas, peu importe, il y a un accompagnement qui peut être fourni, puis il y a un pairage, puis pas un pairage, mais je veux dire un lien qui est rapidement fait là, avec la Maison Oxygène dans ce contexte-là. Au niveau de l'évaluation aussi, peu importe le contexte, puis je passe vite, puis on pourra donner des exemples là, pour le PowerPoint là, ensuite là, à chacune des étapes, mais à l'évaluation aussi, que la sécurité de développement soit compromis ou pas, l'objectif, c'est de mettre en place les meilleurs services pour rendre service à la famille, comme on dit. Donc, encore là, à cette étape-ci, il y a plein de possibilités qu'on puisse travailler ensemble. Puis la petite nouveauté, j'ai envie de vous dire, qui était même pas le cas, parce que c'est pas la première fois qu'on fait la présentation dans les derniers mois,
On l'a fait, si ma mémoire est bonne, en mai ou juin dernier. Puis, ça a quand même évolué beaucoup au niveau de l'orientation, l'étape 3. Là. Dans notre région de la capitale nationale, là, c'est près de 300 enfants qu'on suit à l'orientation, à l'étape de l'application des mesures. Donc, nous, dans notre région, ce qui est une directive ministérielle, là, dans le fond, que l'application des mesures commence à l'étape de l'orientation. Évidemment, si les parents y consentent puis qu'ils sont en accord à travailler certains éléments. Mais dans notre cas, à nous, là, le plan d'intervention commence à se mettre en place dans plus de 50% des cas là, euh, à l'étape de l'orientation. Puis évidemment, encore là, la Maison Oxygène là, peut collaborer avec nous, puis collabore avec nous dans les cas qui concernent des pères en difficulté puis qui ont des services de la Maison Oxygène. Ça vient même faciliter les interventions parce qu'on peut déjà mettre les pères en action avant, dans le fond, que tout le reste du processus s'enclenche. On peut déjà les mettre en action durant cette période-là. Mhm. Effectivement, puis en fait, c'est l'objectif. Hein. Vous savez que je peux quand même parler de cette orientation ministérielle-là qui est venue du ministère de la Santé et des Services sociaux, mais dans le fond, on demande aux établissements de prendre en charge au niveau de l'application des mesures les enfants dont la sécurité de développement est compromis, donc de l'étape 2 vers l'étape 3. L'objectif, c'est dans le contexte où les délais judiciaires pour les interventions judiciaires qui sont de plus en plus longues. Là, dans notre région, je veux pas parler à travers mon chapeau, mais aux dernières nouvelles, là, on fixait des dates de fond là, à peu près en août, septembre. Là, on est rendu là déjà. Donc, pendant toute cette période de temps-là, avant que cette orientation-là prenne place, ben, l'enfant était, sans dire en attente, il y avait des choses qui étaient faites, mais il n'y avait pas de travail de fond sur les situations. Fait que, comme Noémie vient de le dire, ça nous permet, même avant même de passer devant les tribunaux, parfois, de mettre en place des interventions qui vont corriger la situation. Puis on a même des cas de figure où on a réussi à fermer la situation avant même qu'on repasse au tribunal. C'est désisté, simplement parce que ben, on avait mis fin à une situation de compromission avec le parent. Il y avait suffisamment de services en place dans la communauté, puis qui était un facteur de protection suffisant. Donc ça, c'est vraiment un aspect là, nouveau au niveau du processus. Puis j'oserais dire que dans notre région, on est assez avancé là, en étant près du 60% des enfants qui sont suivis là, à l'étape de l'orientation. On peut passer à la prochaine, si ça va. Dans le fond, ce qu'on a envie de vous proposer, c'est de vous donner des exemples plutôt concrets, qui sont parfois fictifs, évidemment, on n'aura pas de nom, mais à chacune des étapes du processus, de comment peut s'opérationnaliser notre protocole. Est-ce que tu en as un en tête, Noémie, pour le RTS? Ben, ça va être soit un exemple, soit comment on fonctionne au niveau de la réception et traitement du signalement. Nous, on travaille en transparence avec les pères si on a un signalement à faire, parce que c'est toujours l'enfant qui est au cœur de toute l'intervention, qui va passer avant tout. Donc, si on a un signalement à faire, on va aviser le père, on va lui proposer de faire le signalement avec nous. Si ils ont besoin d'informations, ils communiquent avec nous. On va nommer l'information, on va aviser le père de l'information qu'on a comme transmis, tout ça, à moins que ça mette l'enfant en danger. Mm-hmm. Mais on accompagne déjà à ce niveau-là. Là. Déjà, la collaboration est établie. Oui, effectivement. Puis ça peut permettre là, juste le fait d'être accompagné, par exemple, dans le cas d'une vérification complémentaire terrain où le père devrait être rencontré par un intervenant de ce qu'on appelle le VCT, ben, d'être accompagné lors de cette rencontre-là par un intervenant de la Maison d'Oxygène, ça vient souvent être de nature à lui permettre de mieux comprendre l'intervention. Tu sais, vous savez, c'est intrusif, une intervention de la protection de la jeunesse, on le sait bien. Ça peut être violent, même, dans la vie d'un parent, tu sais, d'être perçu de façon violente. C'est-à-dire que ça sort un peu de nulle part parfois ou ça arrive dans un contexte de crise. Donc, d'avoir un intervenant un peu plus terre à terre, comme l'intervenant de la Maison Oxygène à côté, qui vient vraiment démystifier ce qui se passe, d'aller sortir du jargon que le parent peut ne pas nécessairement comprendre, ou simplement aller décoder ce qui appartient à l'émotion de ce qui appartient au fait là, tu sais, dans la situation. Donc, vraiment d'aller centrer les réponses du parent aux différentes questions qui vont lui être posées sur les bons éléments. Ça a été super, super gagnant dans plusieurs situations. Puis vous allez voir, là, on va passer vite sur le RTS parce qu'il y a beaucoup d'interventions téléphoniques dans le cadre du RTS, mais pour les étapes d'évaluation, orientation et application des mesures qu'on va parler dans les prochaines minutes,
là, on tombe vraiment plus dans de l'intervention commune. Puis, si j'ai une situation à vous parler principalement, puis sachez que les parents dont Tamara parlait tout à l'heure, là, sont principalement des parents de l'étape de l'application des mesures, hein. Donc, les 14 papas qui ont été rencontrés, c'est vraiment à l'étape de l'application des mesures, donc à l'étape 4, là, dans le petit schéma qui vous était présenté dans la présentation. Mais il y a une situation qui me vient en tête, là, qu'on avait parlé régulièrement, Noémie et moi, où un père comprenait pas trop la raison du pourquoi on devait... l'intervenante s'imposait un peu à vouloir rencontrer le père à la maison Oxygène, puis à sa chambre, voulait voir le père en interaction avec son enfant, voulait voir les lieux physiques de comment monsieur s'était organisé, tu sais, puis vous savez bien, la maison Oxygène, là, c'est pas des condos, là, tu sais, je veux dire, ils ont des chambres assez restreintes, ils ont des chambres assez petites, puis monsieur, tu sais, il était fortement réactif à la demande de l'intervenante, malgré que celle-ci voulait lui expliquer, etc. Puis finalement, l'intervenante de la maison Oxygène a pris un temps, je me demande que c'était toi, Noémie, dans ce cas-là, là, mais Oui. ont pris un temps avec monsieur pour lui expliquer les obligations légales que l'intervenante avait au niveau de la direction de la protection de la jeunesse. C'est-à-dire que dans la loi sur la protection de la jeunesse, l'article 69 oblige l'intervenant en fait, dans la situation d'un enfant qui est compromis, ça oblige l'intervenant à les rencontrer puis évaluer les conditions de vie puis les conditions de l'enfant le plus souvent possible, en fait. Donc, dans des situations où, tu sais, ça brasse un peu, monsieur est à la maison Oxygène, il est hébergé là-bas, il est en déséquilibre, bien évidemment que l'intervenant il est obligé dans ce contexte-là de voir comment ça se passe. Fait que quand monsieur a eu compris un peu la raison du pourquoi, ben là, après ça, on était capable de défaire un peu la résistance. Puis ensuite, ben, on a intervenu auprès de l'intervenante en disant, ben là, tu sais, maintenant, monsieur a compris. La réaction vient aussi peut-être du moment dans la journée que tu viens au moment des siestes. Fait que Oui, là, tout à fait. on a été capable de je veux dire, détricoter un peu la situation en se parlant, puis dire, ben, OK, le moment des siestes, monsieur, ce qu'il faisait suer, en fait, c'était que ben, on réveillait la petite, tu sais, puis quand on réveillait la petite, ben, ça scrapait le reste de la routine. Fait on a comme dit à monsieur, ben, écoutez, le prochain coup, on va essayer de venir voir un autre moment. Puis les prochaines visites se sont passées de façon adéquate parce qu'ils étaient convenus au meilleur moment dans la routine de l'enfant, dans la routine de monsieur. Puis là, c'était à la satisfaction de tout le monde. Limite, Mais as-tu si des on précisions à n'était donner? pas, ben, dans le fond, si on n'était pas intervenu à ce moment-là, puis on n'avait pas collaboré, l'intervenante serait repartie avec l'image de monsieur qui veut pas collaborer, puis monsieur serait resté avec l'image de, ben, il m'offre pas un service adéquat, il faisait chaud dans la chambre, ça faisait 1 heure qu'il essayait de l'endormir. Fait que c'est vraiment comme un malentendu, puis, fait que la finalité aurait pas été la même. Puis ça vient rejoindre ce que Tamara nommait quand les pères ils ont besoin, dans le fond, qu'on les remette en contexte. Puis les intervenants aussi, tu sais, nous, on est là pour raconter un peu la réalité du père. On explique aussi comment l'intervenant se sent, tu sais, dans ses fonctions pour arrimer tout ça, puis arriver à ce que tout le monde comprenne le même message, puis ait la même perception, tu sais, dans le fond, celle qui est juste. Fait que dans ce cas-là, ça a été très aidant parce que les 2 seraient restés avec une perception qui était vraiment pas la bonne, là. Non, effectivement. Puis le fait d'aller accompagner le parent puis de l'amener dans une zone un peu plus de confort, bien évidemment, on a accès à l'information la plus véridique possible. Donc, dans ce contexte-là, ça nous permet d'évaluer les situations de façon le plus précise possible, d'avoir la vraie réalité de la situation. Puis pour faire encore un lien avec ce que Tamara disait tout à l'heure, ben, ça donne du poids à l'intervention qu'on fait auprès du père, ça donne une crédibilité à l'intervention qu'on fait auprès du père parce que le fait qu'on lui offre un accompagnement un petit peu plus personnalisé, puis tu sais, on parle des pères hébergés, mais on parle des pères non hébergés aussi, tu sais, qui ont des suivis à l'externe, là. C'est super, super important de le dire, là. On vous a sorti un exemple d'un parent qui était hébergé à la maison, mais j'ai envie de dire la plus grande proportion des interventions se font chez des pères qui sont pas même hébergés. Donc, ça vient vraiment donner une place particulière au père dans la vie, puis dans l'intervention auprès de la protection de la jeunesse. Puis ça, c'est super, super important. Puis il faut le reconnaître quand même, il y a bon, évidemment, il y a différents types d'intervenants, tout dépendant
devant l'âge, le type de milieu duquel les intervenants vont venir, la question des valeurs. Tu sais, il y a un paquet de choses qui entrent en ligne de compte dans l'intervention en protection de la jeunesse. Puis, si quelqu'un de l'externe, comme la Maison du Jeune ou un intervenant de la Maison du Jeune, permet de venir diminuer parfois les tensions ou de favoriser une compréhension euh, plus claire de la situation, ben il y a juste l'enfant qui peut gagner dans ces situations-là. Oui, puis quand on parle d'accompagnement, ben, on peut avancer un peu dans les diapos parce qu'on en a fait un bout finalement. Oui, exactement. On est des passionnés de notre sujet. Quand on parle de l'accompagnement, c'est vraiment l'accompagnement sur les lieux. Si les intervenants préfèrent venir faire les rencontres à la Maison du Jeune, ils viennent ici. Sinon, c'est l'intervenant chez nous, c'est Robin, qui, dans le fond, va se déplacer puis va aller accompagner directement. C'est pas juste de l'accompagnement. On va comme le préparer à la rencontre, on va le revoir après la rencontre. Là. Il va vraiment prendre du temps avec lui pour parler avec lui, pour parler avec l'intervenante. Ensuite, il va accompagner le papa vraiment en personne aux rencontres. Puis après ça, il va comme faire le débriefing, si vous voulez, là, puis regarder tout ce qui s'est dit pour s'assurer de la compréhension du papa. Donc, on fait exactement ce qui est suggéré dans la présentation de Tamara. On essaie vraiment c'est sûr qu'il y a un cadre, mais on essaie d'ajuster le cadre autour du père au lieu d'essayer de faire rentrer le père dans le cadre. Fait que Robin, dans le fond, il accompagne. On l'accompagne à différents endroits, mais ça, c'est vraiment le volet suivi-externe. Puis quand c'est des pères qui sont hébergés, ben, souvent, les intervenantes, ils préfèrent venir dans notre maison puis laisser l'enfant dans son élément, là, dans quelque chose qu'il connaît. C'est un peu la force du projet Vox Papa, c'est que ça va nous permettre, à la lumière des conclusions que Tamara a fait il y a quelques minutes, de dire qu'est-ce qu'on peut adapter dans l'accompagnement de nos intervenants au niveau du soutien clinique notamment, qu'est-ce qu'on peut adapter au niveau de la formation aussi. Il y a certains éléments qui sont là, mais l'intervention auprès des pairs, il faut aussi se soucier d'une façon différente d'une intervention auprès de n'importe quel autre type de clientèle. Donc, il existe des formations déjà à l'interne sur l'intervention auprès des pairs, ou l'intervention auprès des hommes en détresse particulièrement, mais pas nécessairement propre au service de protection de la jeunesse. Fait qu'il y aura clairement qu'on a tout à fait l'ouverture. C'est pour ça qu'on a participé au projet là, avec Tamara et son équipe, mais vraiment aller développer de la formation ou des types de stratégies d'accompagnement pour pouvoir mieux intervenir auprès des pairs, parce que je vous cacherai pas qu'il y a quand même une escalade actuellement au niveau de la violence, puis il faut pas se déresponsabiliser de ce qu'on peut créer parfois dans nos interventions. Il faut trouver une façon de, tu sais, oui, donner une place aux parents, lui laisser s'exprimer, puis d'être capable d'atténuer les tensions là, au bon moment dans l'intervention. Donc, c'est ça à quoi va servir les conclusions de la recherche là, qui vient avec le projet Vox Papa. Oui, puis quand on intervient ensemble aussi, on vient un peu déposer, dans le fond, c'est notre expertise, les pairs. Fait que quand on travaille en collaboration avec vos intervenants, ben on vient un peu comme leur en transmettre, tu sais, des fois, comment tu penses qu'on pourrait le prendre? C'est sûr que on n'est pas en position d'autorité, ils se sentent moins impressionnés. Donc, les liens se créent plus facilement. Fait on amène ça aussi, dans le fond, quand Robin assiste aux rencontres, il va amener ce lien-là, puis il va nommer des pistes d'intervention pour intervenir avec le papa qui est là. Donc, par la bande, il transmet un peu de son expertise. En hébergement, c'est la même chose avec pas mal tous les partenaires qui nous entourent. On va quand même transmettre déjà un peu de savoir comment intervenir auprès des hommes, auprès des pères. Mais oui, effectivement, la formation, ça serait aidant. On aurait pas mal fait le tour, là, effectivement, David, de notre présentation, si on veut passer à la période de questions-échanges. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation extrêmement intéressante. D'abord, merci Tamara pour les résultats de la recherche, c'est intéressant. Mais j'ai trouvé ça aussi particulièrement intéressant, votre exemple de collaboration. Moi, ça me touche vraiment là, de voir cette
cette sensibilité que vous avez pour les pairs, puis pour leur perception, pour leur côté humain aussi dans les interventions que vous faites. Puis vraiment, je trouve que c'est un exemple de collaboration qui devrait être, qu'on devrait donner plus de place. Et donc, merci pour cette belle présentation. On serait rendu à la période de questions. Alors, vous pouvez poser vos questions soit en levant la main. Je vais vous donner l'autorisation, je vais autoriser vos micros, vos caméras, ou par écrit. Alors, je vais regarder si on a des mains levées. Merci d'avoir arrêté le partage. Donc, on aurait une main levée de Andréane Poirier. Je vais juste essayer de la trouver dans... oui. Vous donnez accès à votre micro et votre caméra. Donc, Andréane Poirier, vous pouvez poser votre question en ouvrant votre micro, bien sûr. En fait, c'était une erreur, je suis désolée, mais c'était très bon et merci beaucoup. C'était très pertinent comme midi-conférence. Ben, merci. Peut-être que je profiterai comment j'allais l'écrire comme chat. Dans le fond, je voulais juste savoir si le PowerPoint allait être disponible parce que je trouve que c'est vraiment des écrits qui est pertinent de se rappeler régulièrement et pas juste pendant l'heure de midi. Donc, est-ce que ça va être accessible? Oui, oui, avec plaisir. Avec Parfait. plaisir. Merci. Donc, on va vous l'envoyer par courriel là, à la suite de la présentation. Merci donc, je vous invite à poser vos questions soit en levant la main ou dans l'onglet « Conversation ». Alors, pour la Maison Oxygène, dans ce qu'on avait comme question par écrit, avez-vous l'impression parfois d'être vu par le père comme le bon cop dans l'histoire et comment vous gérez ça? Oui. Des fois, les pères qui nous approchent veulent avoir un allié contre la DPJ pour aller au front, mais ça va être déconstruit tout de suite parce qu'on va recentrer sur l'enfant. Tout au long, quand on a élaboré le protocole, tout ça, tout au long, c'était ce qu'on faisait. Quand on recentre sur l'enfant, toutes les gardes tombent. Fait que quand s'ils sont dans la vie, c'est pour quelque chose. Fait qu'on va tout déconstruire ça. Puis après ça, dans le fond, on va faire l'accompagnement. Si jamais un père reste sur cette position-là, puis qu'on voit que c'est vraiment parce qu'il n'est pas volontaire. Ça arrive là, des fois aussi que c'est tout le monde qui est en cause. Là, même ça pourrait être la maison que je gêne. Mais si on voit que le père n'est vraiment pas volontaire, qu'il ne se met pas en action, on va vraiment travailler avec lui ce bout-là pour arriver à une certaine collaboration ensuite avec la DPJ. C'est pas arrivé souvent en 6 ans qu'on a eu besoin, maintenant, de dire, on est vraiment désolé, mais on peut plus vous accompagner. Fait que les intervenants ont toujours réussi à faire comprendre puis à prendre le temps d'expliquer puis voir la compréhension. Ça revient encore à ce que Tamara nommait tout à l'heure, que c'est très important qu'ils comprennent qu'est-ce que la DPJ puis pourquoi ils doivent faire telle ou telle chose. Puis quand on recentre sur le bien-être de l'enfant, habituellement, ça fonctionne. Merci beaucoup, Noémie. On aurait des questions à main, des mains levées. Donc, je donnerai le micro à Amélie Petitclerc. Je vais autoriser votre micro et votre caméra. Alors voilà, vous devriez être en mesure de poser votre question. Oui, merci beaucoup pour la présentation. C'est super intéressant. J'ai plein de questions, mais je vais me limiter à une. Là. Les résultats sont vraiment intéressants autant au niveau de la recherche que dans ce que vous faites en pratique. Mais fait que j'aurais dans le fond la même question pour les deux, pour Tamara puis pour Philippe et Noémie. Est-ce que quand on regarde les résultats, moi je me demande un peu, est-ce qu'on pourrait dire la même chose des mères? Je suis sûre qu'il y a plein de mères aussi qui sont résistantes à l'intervention. Est-ce que du côté de la recherche, c'est un peu... Est-ce qu'on pourrait s'attendre à avoir les mêmes besoins, les mêmes obstacles, dans le fond, pour les mères, pour certaines mères? Puis, du côté de la pratique, est-ce que ça pourrait pas être bénéfique aussi pour les femmes d'avoir une espèce d'accompagnement additionnel, disons, là, pour les accompagner dans toute l'aventure de l'intervention des PJ pour elles aussi? Fait que je vous lance la question aux deux. Je pense que c'est un excellent point que tu soulèves parce qu'il y a beaucoup
beaucoup des résultats qu'on obtient qui, à mon sens, s'appliqueraient aussi aux mères dans la situation de la relation qu'ils ont avec la protection de la jeunesse. C'est pas évident que ce soit volontaire, qu'elles s'engagent et autres. Pour moi, il y a des petites particularités qui sont propres au rôle de père, dans le sens de la façon dont les pères vont peut-être exprimer leurs émotions, sont un peu plus enclins à la colère ou à l'agressivité, puis les intervenants sont un peu plus craintifs par rapport à ça, j'imagine, aussi. Ça, Philippe pourra en parler. Mais le sentiment d'être exclu de par son rôle de père ou que l'autre parent est favorisé, puis ça, les mères ont peut-être moins ce sentiment-là. C'est peut-être les choses qui sont les plus particulières là, qui ressortent du point de vue des pères. Je pense que le sentiment d'être étiqueté, ben, ça peut être propre de tout parent, je pense, qui vient, où la DPJ rentre dans sa vie, qui se sent étiqueté, qui se sent perçu comme incompétent. Mais il y a comme une couche, tu sais, j'ai envie de parler d'une couche de plus au niveau des pères, que par leur rôle de père, on dirait que ce glissement-là, il est peut-être plus facile dans l'interaction, où les mères, on va se dire, ben, tu sais, c'est une mère, elle va être capable éventuellement de développer sa compétence, mais souvent les hommes se sentent disqualifiés en disant, ben, tu sais, c'est un père violent, fait que il n'y a rien à faire avec ça. Alors que ça, c'est peut-être un peu différent là, du côté des mères, mais je laisserai mes collègues répondre aussi. Mais pour moi, c'est clair que il y a plusieurs ponts là, en fait, qui peuvent être faits entre les deux avec les mêmes nuances que tu viens d'amener, Tamara. Puis par rapport à en fait, c'est-à-dire que les protocoles d'intervention en tout cas dans notre région, je peux pas parler pour les autres régions, avec les maisons d'hébergement pour femmes, sont bâtis sur ce même modèle-là. Je dirais la faiblesse actuellement, c'est que c'est beaucoup dans le contexte de la violence conjugale et non en dehors de ce contexte-là. Je pense que on aurait avantage en dehors du contexte de violence conjugale parce que les femmes sont pas juste suivies en protection de la jeunesse pour ce motif-là. Il y a un paquet d'autres motifs qui peuvent amener une mère à avoir des services de la protection de la jeunesse. Puis des fois, ça concerne principalement leurs enfants, par exemple des ados en troubles de comportement. Fait que, il y aurait certainement, avec d'autres types d'organismes de la communauté, puis de toute façon, c'est dans notre vision comme direction de la protection de la jeunesse ici à Capitale Nationale de vouloir vraiment faire une plus grande place aux communautaires, puis à la communauté, en fait, parce que la protection de la jeunesse, c'est pas l'affaire du DPJ, hein, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, ça fait partie des choses qu'on veut regarder là, pour la suite. Merci. Pour notre part, ça va arriver même souvent qu'on va inclure la maman dans les démarches où on va lui conseiller des endroits où elle peut être elle-même. On l'accompagnera pas, mais on va communiquer. On travaille beaucoup en coparentalité. On s'entend quand le contexte le permet. Mais oui, il y a une différence. On a encore l'image de l'homme traditionnel qui ramène qui ramène l'argent pour l'épicerie puis qui est pas capable de changer une couche. Il y a encore ça en 2024. Puis la preuve est que quand les gens viennent visiter la maison du jeune, ils font « Oh mon Dieu, je pensais pas que ça allait être comme ça. » Puis des fois, je le fais pas. J'ai toujours envie de dire « Mais à quoi tu t'attendais? » Tu sais, qu'il y ait des enfants au plafond, que tout ce soit le bordel. Fait que oui, dans le fond, ils partent encore avec une prise, mais les milieux sont de plus en plus ouverts, mais c'est pas juste au niveau des PJ, là, c'est avocats, un peu partout en milieu scolaire, en CPE, c'est ça s'en va. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Écoutez, on passerait à une autre question. Donc, je donnerai la parole à Ginette Perrault. Je vais activer votre micro et votre caméra. Voilà, ça devrait être bon. Oui, bonjour. Alors, merci pour la présentation. Moi, mes questions vont dans ce sens. Combien de lits, dans un premier temps, a-t-il à la maison Oxygène? Parce qu'il existe comme plusieurs maisons d'hébergement pour femmes. Là, on parle d'une maison pour hommes. Alors, j'avais dans un premier temps ce questionnement-là et je me demandais aussi quel pourcentage des pères à peu près que vous pouvez rejoindre qui sont admissibles à ça. Vous avez peut-être relevé des statistiques par rapport à ça. Pour la première question, on a 27 lits, mais c'est 9 chambres. Fait que chaque père a sa chambre avec ses enfants, puis ils vivent dans les aires communes.
On est 24 maisons oxygène à travers la province. Il y a quand même Ah, un réseau. 24, OK. Oui, je vous invite là, à aller voir la page Internet du réseau Maisons Oxygène. Vous avez une carte avec toutes les coordonnées de chacune des maisons oxygène qu'il y a dans la province. Il y en a d'autres en développement. Présentement, là, celles qui sont proches de nous, là, Saguenay, Côte-Nord, Gaspésie, Trois-Rivières en devenir. Il peut en avoir d'autres, là, si vous avez envie d'avoir une maison oxygène dans un autre secteur. Puis au niveau des pairs, le réseau aussi a beaucoup de statistiques. Les statistiques que nous, on a sont plus basées sur tout ce qui se passe à l'hébergement, le nombre de suivis de rencontres aussi en suivi externe, la moyenne d'âge des papas. Mais ça serait comme intéressant de voir avec peut-être le réseau Maison Oxygène, de voir, vu qu'on est les seules ressources qui font de l'hébergement père-enfant, de voir les pères. Puis on est une ressource qui est comme reconnue, mais qui n'est pas encore connue. Mais en même temps, on ne fait pas beaucoup de publicité parce que le téléphone sonne et sonne et sonne. 3338 appels faits et reçus l'année passée juste pour Québec. Fait que c'est ça, mais là, le réseau Maison Oxygène va commencer à faire un peu plus de publicité, mais la première, elle a quand même ouvert il y a 30 ans. Fait que le réseau aurait beaucoup de chiffres là, à vous donner à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des critères d'admissibilité? Oui, il y a des critères d'admissibilité. Vu qu'il y a des enfants 0-17 ans sur place, c'est sûr que le père, dans le fond, qui est fortement intoxiqué, problématique de dépendance, de santé mentale, qui n'est pas stabilisé, ne sont pas automatiquement exclus. On va leur offrir d'abord un suivi externe. Fait que des fois, il y a des pères qui ont fait 2 ressources avant d'arriver chez nous. Ils sont allés dans une maison, dans le fond, d'hébergement au niveau de la consommation, ensuite santé mentale, ensuite sont arrivés chez nous. Fait qu'il y a vraiment un arrimage de services, mais on prend quand même le papa. Dans le fond, on dit si on ne peut pas ouvrir la porte, on va au moins ouvrir une fenêtre. Fait qu'on prend quand même le père sur notre aile pour l'accompagner en suivi externe pour qu'il arrive jusqu'à nous. Puis c'est sûr aussi qu'on va prioriser les pères qui ont la garde de leurs enfants parce que dans le fond, ils ne peuvent pas aller ailleurs, ceux-là, tandis qu'un père qui a des visites supervisées ou qui n'a pas encore la garde peut aller ailleurs. Mais encore là, on va l'accompagner, on ne le laissera pas tomber. OK, d'accord. Merci beaucoup. Plaisir. Merci beaucoup pour votre question. Écoutez, j'ai un petit souci du temps. Il est rendu à 12h58. Je donnerai encore une question, si vous me permettez, les conférenciers. Donc, il y a une main levée de Priscille Leclerc. Je vais vous donner accès au micro et à la caméra pour poser votre question. Puis après, là, on va devoir conclure, malheureusement, là, étant donné qu'on arrive proche de 13h. Alors, Priscille Leclerc, vous devrez être en mesure de poser votre question. Bonjour. Bonjour Noémie. En fait, on s'est déjà parlé. Dans le fond, je suis père aidante à Parents Espoir à Québec. Je suis bien sûr en télétravail de Drummondville. Écoute, en fait, moi, c'est ce que je voulais faire, c'est, dans le fond, c'est de vraiment vous donner des bravos. Ça m'a tellement touché ce que vous faites, l'équipe. Tamara, votre recherche, c'est vraiment là, pinpoint, excusez mon anglicisme, sur la réalité, oui, des papas que nous aussi, des fois, on peut accompagner, mais certainement pas autant d'expertise que bien sûr la maison d'oxygène, mais on est vraiment touché de voir tout ce que vous avez fait avancer au niveau des papas. Nous autres, c'est sûr qu'on accompagne les parents. Donc, on voit les papas, on voit les mamans aussi et je confirme qu'il y aurait vraiment aussi intérêt à ce qu'il y ait un protocole comme ça là, qui soit établi aussi pour les mamans. Puis aussi,
je suis vraiment encouragée de voir que ça fonctionne dans la capitale nationale. J'aimerais ça voir ça à travers, en effet, du Québec, parce que nous, à Parrain Sport, on accompagne les parents à travers le Québec. Fait que c'est sûr et certain qu'on aimerait voir ça là, s'étendre partout, là, cette belle collaboration-là. Fait que félicitations là, autant à l'équipe là, du CIUS que l'équipe d'Oxygène, puis aussi le beau travail là, de Mme Pierce. Puis j'espère bientôt pouvoir peut-être avoir une occasion de jaser avec toi, Noémie, parce que j'ai j'ai beaucoup de papas que j'aimerais avoir une belle collaboration là, avec vous autres là, pour pouvoir encore mieux les aider à être les meilleurs papas pour justement ces petits bouts de chou-là, même les petits bouts de chou là, jusqu'à 17 ans. Mais merci beaucoup, puis j'ai bien hâte qu'on puisse se reparler. Ça va me faire plaisir. David, on n'a pas spécifié quand on a fait la présentation, mais à la fin de la présentation, vous avez les coordonnées, courriel et téléphone pour rejoindre chacun de nous trois. Si jamais il y en a qui leur restait des questions en tête, là, qui n'ont pas eu le temps d'obtenir de réponse, vous pouvez communiquer, dans le fond, avec nous sans problème. Là. Les courriels, les numéros de téléphone ont été laissés à la fin de la présentation, spécialement pour ça. Ben, merci beaucoup. Écoutez, moi, c'est le meilleur commentaire qu'on pouvait avoir comme fin de webinaire. Je pense que les gens ont vraiment beaucoup apprécié votre présentation. Pas, je pense, je le vois que les gens ont beaucoup apprécié votre présentation. Puis en effet, là, c'était vraiment touchant de voir cette belle exemple de collaboration qui se fait pour, dans le fond, le bien-être des enfants, mais aussi pour les pères et les mères dans tout ça. Alors, merci pour votre travail extraordinaire. Merci d'être venu partager vos connaissances avec nous aujourd'hui, votre expérience, votre expertise. Vraiment, c'est très intéressant. Puis, mais merci également, Noémie, pour cette ouverture que tu fais là avec les coordonnées que vous avez mis à la fin du PowerPoint. Tamara, tu me feras parvenir, si possible, le PowerPoint. On va le mettre en PDF puis on va l'envoyer aux personnes participantes. Alors, écoutez, merci à toutes celles et ceux qui ont participé au webinaire, qui ont contribué au webinaire d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Alors, sur ce, ben, je remercie une dernière fois les conférenciers. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Et je souhaiterais une belle fin de journée ou bien un beau restant de journée sur ce. Et merci encore là, à vous pour cette belle présentation. Ça fait plaisir. Bye, merci, bonne journée. Bonne journée, bonne fin de journée. Bonne journée. Bye, Tamara, merci encore.